venez de toucher 10 000 euros, ou vous avez cette somme qui dort sur votre compte bancaire. Du coup, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment il faut investir? Dans cette vidéo, je vous donne ma feuille de route pour investir cette somme de façon optimale. C'est parti. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari, une chaîne YouTube qui a pour vocation de vous aider à mieux investir votre argent. Ça fait 10 ans que j'investis, j'ai investi dans beaucoup de choses et donc on pose tout le temps cette question de la stratégie à suivre. La première chose à savoir et la première chose à définir pour vous, c'est votre objectif. Chacun a son objectif, ça peut être devenir indépendant financièrement, financer un achat important comme un appartement ou une maison, ça peut être aussi préparer votre retraite ou même tout simplement financer les études de vos enfants. Bref, votre objectif, il vous appartient, vous pouvez évidemment en avoir plusieurs, mais il est personnel. La deuxième chose, c'est l'horizon de placement qui dépendra directement de votre objectif. Est-ce que vous avez besoin de l'argent à court terme, à moyen terme ou à long terme ? Si typiquement votre objectif c'est d'être indépendant financièrement, vous allez avoir un horizon de placement qui va être long. Qui dit horizon de placement long, dit possibilité de prendre plus de risques. Si vous avez besoin de l'argent à court terme, par exemple pour financer votre achat immobilier, vous n'allez pas pouvoir prendre le même niveau de risque parce que forcément vous n'allez pas vouloir baisser votre capital. Et enfin le troisième point qui est vraiment clé, c'est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Généralement on l'exprime d'une échelle qui va de 1 à 7, 1 étant les personnes qui vraiment ne veulent prendre aucun risque, 7, les personnes qui veulent prendre le maximum de risques. Dans mon expérience, on surestime généralement sa tolérance ou sa capacité à prendre du risque et à encaisser des pertes. Parce que oui, c'est bien ça, quand on prend beaucoup de risques, on risque aussi forcément d'augmenter nos pertes. Et donc typiquement, si vous allez faire face à un marché qui va fortement baisser, vous risquez de paniquer et de vendre. Donc, ma recommandation, c'est plutôt d'être conservateur et de prendre un niveau de risque avec lequel vous êtes à l'aise. Une autre chose à garder en tête, c'est que chaque euro que vous laissez sur votre compte en banque va être érodé par l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Vous allez, dans un an, avoir exactement la même somme sur votre compte. Par contre, ce que vous pourrez acheter avec cette somme aura baissé. Donc, l'inflation attaque votre pouvoir d'achat. En ce moment, on est dans une période d'inflation forte, aux alentours de 4-5%. Ça veut dire concrètement que chaque année, les prix augmentent de 4 ou 5%. Donc, si vous avez 1 000 euros en année 1 et 1 000 euros en année 2, vous aurez 5% de pouvoir d'achat en moins. Donc l'argent qui dort sur votre compte en banque, concrètement, il va être attaqué par l'inflation. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter sur le premier produit d'investissement qu'on vous propose et qu'il faut investir à tout va. Il faut prendre son temps et bien réfléchir et ne pas oublier que lorsque votre banquier vous appelle, c'est généralement qu'il a quelque chose à vous vendre et il vous vend quelque chose parce qu'il va toucher une commission dessus. Et ça, c'est un point très important. Ça fait une transition parfaite avec mon prochain point qui est l'accompagnement. On me dit toujours, oui, mais moi, je ne peux pas investir parce que j'y connais rien, donc je vais voir un conseiller. Attention, la plupart des conseillers sont rémunérés aux commissions. On vient d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez rien payer pour avoir leurs recommandations. Mais par contre, eux, quand ils vont vous vendre quelque chose, ils vont prendre une commission sur les produits vendus. Donc forcément, vous comprenez qu'il y a un petit problème d'alignement d'intérêt. La réalité, c'est que si vous voulez investir 10 000 euros, vous n'avez pas besoin de vous faire accompagner. Aujourd'hui, toute la connaissance est disponible gratuitement sur Internet. Vous avez des blogs qui sont incroyables, vous avez des chaînes YouTube qui sont incroyables, vous avez des forums comme le forum Finari, où vous avez vraiment une mine d'or d'informations. Vous avez des gens qui sont comme vous, qui partagent leurs expériences, qui vous donnent des recommandations. Et ça vaut très cher et surtout ça vous évite de prendre un conseiller. Donc si vous voulez investir, la réalité c'est qu'il faut mieux vous former, vous prenez quelques heures pour acquérir les connaissances de base et ensuite vous passez à l'action. Avant de passer aux stratégies, on va parler de la règle d'or de l'investissement, c'est la diversification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et il y a une représentation assez facile et visuelle que j'utilise beaucoup, c'est la pyramide des investissements. La pyramide, elle est très simple, elle se lit de bas en haut et elle permet de vraiment visualiser qu'on y va progressivement. Le premier étage de votre pyramide, c'est le matelas de sécurité. Donc concrètement, vous allez mettre entre 3 et 6 mois de dépenses courantes sur un livret qui va être 100% sécurisé et disponible à tout moment. Le livret idéal pour ça, c'est le livret A parce que la réalité, c'est que avec le plafond de 22 950 euros, vous avez quand même beaucoup de marge avant d'avoir 6 mois de dépenses dessus. Donc ça fait très bien le boulot. Encore mieux que le livret A, c'est le LEP. Et le LEP, il est magique parce qu'en fait, c'est le seul livret qui vous permet vraiment d'annuler l'inflation. Il est en ce moment à 6% et son taux est indexé sur l'inflation en cours en France. Le LEP est uniquement accessible selon certaines conditions, donc on va vous mettre un lien pour que vous puissiez vérifier si vous êtes éligible. Si c'est le cas, vous pouvez appeler votre banque, vous allez sur votre banque en ligne et vous l'ouvrez et ça vous permettra d'avoir le taux d'intérêt le plus élevé du marché avec aucun risque. Une fois que vous avez passé le cap du matelas de sécurité, vous pouvez commencer à mettre l'argent au travail et à vraiment investir. Parce que n'oubliez pas que le livret A paye 3%, ce qui est moins que l'inflation. On vient de le voir, le pouvoir d'achat est érodé par l'inflation. Donc, quand vous allez mettre votre argent au travail, vous allez commencer à générer du rendement et aller chercher de la performance qui va au-delà de l'inflation
donc qui va vous enrichir. Et pour ça, il y a plusieurs classes d'actifs. Les actions, qui sont vraiment le pilier essentiel qu'il faut absolument utiliser. L'immobilier, qui est un autre pilier qui est important parce qu'il va vous permettre de débloquer le crédit. C'est vraiment une force en France, on a du crédit à taux fixe. Après, au-delà de ça, vous avez de la crypto, qui est une classe d'actifs qui est encore relativement jeune, mais très intéressante. Attention, il y a beaucoup de pièges en crypto, donc il faudra savoir naviguer et prendre les bonnes décisions. Et ensuite, une fois que vous avez pris ces basiques-là, vous pouvez aller au-delà en investissant dans ce que j'appelle les investissements alternatifs. Donc là, c'est quoi? Ça peut être des cartes Pokémon, ça peut être de l'or, ça peut être aussi des objets de collection, mais vous comprendrez assez rapidement que en fait, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin dans la pyramide. Une pyramide avec un matelas de sécurité, des actions, de l'immobilier et de la crypto, c'est déjà une pyramide qui est très bien faite. Allez, on passe aux stratégies. Du coup, je vous ai préparé 3 stratégies possibles. On va les analyser les unes après les autres et ensuite on va comparer les résultats pour voir laquelle est la plus intéressante. Aucune de ces stratégies ne comporte le fait de faire un emprunt à la banque pour acheter de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 10 000 € à mettre au travail. Donc si on doit faire un apport, on risque de devoir mettre quasiment la totalité de cette somme dans ce crédit en guise d'apport. Donc ça, on l'élimine. La première stratégie, elle est super simple, c'est 100% dans les actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va investir dans l'économie réelle et on va devenir actionnaire de toutes les sociétés qui font en fait tourner notre monde. Et donc ça, il y a plein de façons de le faire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez soit acheter des sociétés individuelles, comme par exemple Air Liquide, Total, Tesla, Apple, ou alors vous pouvez vous dire que vous achetez plutôt le marché dans sa globalité parce que vous ne savez pas exactement si telle ou telle société va être plus performante. Du coup, vous allez vous demander, est-ce que je dois acheter des actions individuelles ou plutôt acheter le marché? Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, c'est quasiment impossible de surperformer le marché. Même les gérants professionnels n'y arrivent pas. Et l'étude la plus connue, c'est l'étude Spiva, je vous mets le lien dans la description, et elle montre en fait depuis des années que 90 voire 95% des gérants professionnels, donc avec des analystes, avec des traders qui passent leur journée entière à analyser des boîtes, à rencontrer les patrons, n'arrivent pas à faire mieux que le marché. Donc, je pense que ce qu'on appelle le stock picking, choisir des actions, c'est vraiment un choix qui est difficile et beaucoup trop risqué. Donc, je préfère m'orienter vers une approche qui est passive et qui consiste à acheter le marché. Et pour ça, il y a une solution qui est magique et qui s'appelle les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des instruments cotés en bourse qui peuvent s'acheter et se vendre comme des actions. Ils peuvent s'acheter durant les heures d'ouverture du marché et vous allez pouvoir, avec un ETF, d'un coup d'un seul, acheter tout un pan de marché. Donc par exemple, le CAC 40, le S&P 500, qui est l'indice boursier américain. Vous allez aussi pouvoir acheter le MSCI World, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bref, vous allez pouvoir acheter tous les grands indices à très peu de frais. Et les frais, on en a parlé un peu plus tôt. Et c'est pour ça que c'est intéressant les ETF. Et c'est pour ça aussi que votre conseiller bancaire ne vous en a jamais parlé, parce qu'il n'y a pas de commission sur les ETF. Donc, c'est une bonne façon d'investir de façon passive, d'acheter un panier d'actions très diversifié. Si vous achetez par exemple le MSCI World, il y a 1600 sociétés dedans. Vous avez du LVMH, vous avez du Tesla, vous avez du Apple, vous avez aussi des sociétés japonaises. Donc vous allez vraiment toucher le monde entier, les États-Unis, l'Europe, le Japon, avec une seule ligne. Et donc ça peut paraître un peu inquiétant d'avoir qu'une seule ligne dans son portefeuille, mais en fait cette ligne-là, elle inclut 1600 sociétés, donc c'est très très diversifié. Alors vous allez me dire que ça paraît intéressant, mais du coup c'est quoi la performance sur le long terme des grands indices comme le MSCI World ou le S&P 500? C'est entre 8 et 10% par an depuis des très longues périodes. Le S&P 500, qui existe depuis plus de 100 ans, il produit 10% de rendement annualisé en moyenne sur 100 ans. Donc c'est vraiment important. Ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est qu'il y a des années fastes où le marché a beaucoup augmenté, mais il y a aussi des années de crise où le marché va énormément perdre. Donc c'est ça aussi la bourse, c'est qu'en moyenne, ça monte parce que l'économie croît, mais en particulier sur des années de crise, le marché peut énormément baisser et une crise financière, typiquement en 2008, c'était moins 40% sur une année. Donc forcément, il va avoir les reins solides pour pouvoir encaisser une moins-value latente parce qu'elle ne sera pas réalisée, mais il faut voir son portefeuille baisser de 40%, sans paniquer et sans appuyer sur le bouton vendre. Du coup, c'est quoi mes ETF préférés? Moi, déjà, je fais que les ETF qui sont très simples et qui vont répliquer les grands indices. Le MSCI World, le MSCI World All Countries, qui est en fait une version augmentée avec les marchés émergents en plus, donc ça peut être intéressant aussi. On sait que l'Inde ou le Brésil sont en train d'énormément se développer, donc à terme, ils représenteront une part significative de la richesse mondiale, donc ça peut être intéressant d'investir. Un autre indice que j'aime beaucoup, c'est le S&P 500 qui lui va se concentrer que sur l'économie américaine. La réalité, c'est que l'économie américaine, c'est vraiment le poumon économique mondial. Donc, si vous avez une conviction un peu plus forte
sur les États-Unis, vous pouvez aussi que investir sur ce marché. Il y a aussi son pendant européen qui est l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600. C'est simplement la différence, c'est que vous avez plus de titres dans le 600 que dans le 50, mais c'est équivalent. Il faut savoir que l'Europe, sur le long terme, ça sous-performe les États-Unis, mais ça permet de se diversifier un peu plus. Donc vous avez toute une gamme qui vous permet d'être bien positionné. Moi, les deux que je préfère, c'est vraiment le MSCI World All Countries et le S&P 500. Par contre, je vous conseille de ne pas prendre les deux parce que si vous avez le MSCI World All Countries, vous avez déjà en fait une grosse partie d'États-Unis, donc ça fera doublon et ça ne servira à rien. Et comment on investit dans des ETF? C'est quoi le support avec lequel on va les acheter? Vous avez en gros 3 options. Vous avez le compte titre, donc ça c'est des courtiers, il y en a plein qui vous permettent d'acheter des titres, des obligations, plein de choses, mais notamment aussi des ETF. Vous avez le PEA et vous avez l'assurance vie. Vu qu'on a 10 000 € à investir, le plus intéressant et de loin, c'est le PEA. Pourquoi? Parce qu'en fait, un PEA chez une banque en ligne, il n'y a pas de frais. L'enveloppe est gratuite. Vous allez payer des frais lorsque vous avez passé des ordres, mais ça, vous en paierez partout en fait. Même si on vous dit qu'il n'y a pas de frais, il y a des frais qui sont un peu cachés. Donc vous n'avez pas de frais d'enveloppe, vous avez des frais de transaction et surtout, vous avez un avantage fiscal qui est vraiment important sur le PEA puisque vous n'avez pas d'imposition sur la plus-value si vous gardez le PEA plus de 5 ans sans retirer de fonds. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour débloquer l'avantage fiscal. Il faut savoir que le PEA, il a un des avantages, enfin il en a deux même. Le premier, c'est qu'on peut que déposer 150 000 € dessus. Et bon, ça, dans notre cas, ça nous pose aucun problème. Le deuxième désavantage, c'est qu'on peut que investir en actions. On peut pas mettre d'obligations dedans ou d'autres choses. Donc ça, c'est pareil. Dans notre cas, c'est pas vraiment un problème parce que de toute façon, on veut faire une stratégie 100% action. Maintenant qu'on a choisi l'ETF et l'enveloppe, on va se poser la question s'il faut investir nos 10 000 € d'un coup ou étaler sur 12, 18, 24 mois. Moi ici, ma recommandation, elle est assez simple, c'est d'investir de façon étalée pour éviter le risque de marché. Il faut savoir que l'investissement d'un coup est plus rentable statistiquement, mais il implique du stress parce que qu'est-ce qui se passe si on investit le jour du plus haut du marché et que le marché perd 20% le lendemain? On va très mal dormir. Donc, encore une fois, je vous recommande d'étaler vos investissements sur 12 mois par contre. Là, vous dormirez bien et en plus, vous pourrez profiter d'une éventuelle baisse de marché. La deuxième stratégie dont je vais vous parler, c'est le 60-40. 60% actions, 40% obligations. Qu'est-ce que c'est les obligations? C'est assez simple. C'est en fait des titres de créances qu'on va faire à des États comme la France ou les États-Unis. C'est des prêts qu'on va faire aux entreprises et on va aussi les faire aux municipalités, aux collectivités locales. Ensuite, ces municipalités, ces entreprises ou ces États vont progressivement nous rembourser notre capital en nous versant un coupon et à terme, ils nous rembourseront l'ensemble du capital. Les obligations, elles ont cet avantage, c'est qu'elles sont plus sûres parce que c'est un actif qui est beaucoup moins volatile. Donc ce qui se passe généralement, c'est que les obligations réagissent de façon inverse aux actions. Quand les actions baissent, les obligations augmentent et vice-versa. Donc ça peut être intéressant de combiner les deux parce que les obligations vont venir amortir le choc lorsque les marchés actions vont fortement tomber. Si on compare la performance d'un portefeuille 100% actions avec celui d'un 60-40, sur les 40 dernières années, le 100% actions va mieux faire. Il va être aux alentours de 8% par an en annualisé. Le 60-40, il va être aux alentours de 7,2, 7,3, mais par contre, il va atteindre cette performance avec une volatilité et donc un risque beaucoup plus faible. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est la variation des cours, donc la variation de la performance. Donc en fait, on est mieux rémunéré dans le 60-40 pour le risque qu'on a pris. Mais on va générer moins de performance. Donc en fait, le 60-40 est finalement assez adapté à un profil qui va être un peu plus conservateur, là où le 100% action va être plus adapté à un profil qui est prêt à prendre beaucoup de risques. Et d'ailleurs, le 60-40, vous pouvez aussi le créer avec des ETF. La partie action, vous la faites avec un MSCI World All Countries, par exemple, et la partie obligataire, vous la faites aussi avec un ETF qui va être axé sur les obligations. Troisième stratégie, 50, 40, 10. 50% d'actions, ça on en a déjà parlé, mais on va introduire 2 nouvelles classes d'actifs. La première, c'est l'immobilier. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on ne va pas faire d'immobilier en achetant un appartement parce qu'on n'a pas assez d'apport pour un prêt. Mais par contre, on a d'autres options. Et l'option à laquelle je pense, c'est les SCPI. Une SCPI, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fonds qui va collecter de l'argent d'épargnants comme vous et moi, et ensuite, il va réinvestir cet argent dans de l'immobilier professionnel. Donc, il va acheter plein de choses différentes, du bureau, des établissements de santé comme des EHPAD, il va acheter des crèches, il va acheter aussi de la logistique, donc des entrepôts, il peut acheter des hôtels. Il y a plein de SCPI différentes, il y en a plus de 200 en France. Et en fait, chacune a une stratégie particulière. L'avantage de la SCPI, c'est que vous allez devenir sociétaire de cette SCPI en achetant des parts et que vous allez toucher des loyers sans rien faire. Vous n'allez pas devoir gérer les locataires, vous n'allez pas devoir gérer la vacance, vous n'allez pas devoir trouver des nouveaux locataires, rénover les biens. Ça, c'est vraiment le métier de
la société de gestion qui va gérer la SCPI à laquelle vous avez souscrite, qui va s'en occuper. Et donc tous les trimestres, voire tous les mois, cette SCPI va vous verser un loyer. Et généralement, les rendements sont de 4 à 5%. Ça dépend des SCPI, il y en a qui font plus, il y en a qui font un peu moins. Donc la SCPI, ça permet de générer des revenus passifs, c'est des vrais revenus passifs parce qu'on ne fait rien. Mais par contre, il y a quand même des désavantages. Le premier désavantage, c'est que la plupart des SCPI vont vous prendre des frais d'entrée. Et ces frais d'entrée, ils peuvent vraiment être importants, entre 8, 10, voire 12% qui vont être pris d'entrée quand vous investissez. C'est-à-dire que concrètement, si vous mettez 1000 € et qu'on vous prend 10% de frais d'entrée, en fait, il n'y a que 900 € de votre argent qui va être mis au travail. Donc ça, forcément, ça vient fortement impacter la performance. Le deuxième désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de SCPI qui ont investi dans des secteurs et qui sont très très concentrés. Donc elles sont vraiment spécialisées dans la santé ou dans le bureau. Le problème des bureaux, c'est qu'avec le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de plus petites surfaces. Donc forcément, il y a de la vacance. Donc, il y a beaucoup moins de loyers qui rentrent et les biens qui sont déjà en portefeuille dans les grosses SCPI de bureau, ils ont du mal à les vendre. On en a parlé tout à l'heure, la diversification, c'est important. Or, si on est spécialisé dans un secteur, ce qu'on risque en fait, c'est d'acheter les bâtiments lorsqu'ils vont coûter très cher. Donc là, on va faire des perfs qui vont finalement être pas terribles parce qu'on va acheter très cher. Mais quand le marché va se retourner et que les prix vont baisser, nous, on va être bloqués parce qu'on pourra pas les vendre. Donc là, c'est un peu ce qui se passe sur les bureaux parce que le télétravail a fait que beaucoup de grosses sociétés ont réduit la surface dont ils ont besoin. Il y a aussi d'autres secteurs qui en ont souffert. Je pense notamment à la logistique qui évidemment se développe très fortement, mais le problème en logistique c'est que tout le monde va acheter des entrepôts, donc forcément ça devient cher, et quand c'est cher on peut pas faire beaucoup de rendement, donc on a du mal à faire une performance qui est intéressante. Et enfin, le dernier problème de la SCPI, c'est la liquidité ou la relative absence de liquidité. Vous pouvez tout à fait revendre vos parts, mais il faut savoir qu'il n'y a aucune garantie que vous trouviez un acheteur, contrairement aux ETF où là vous appuyez sur un bouton et en général, il y a toujours quelqu'un pour vous acheter votre part, et d'ailleurs, c'est quasiment instantané. Sur la SCPI, en fait, c'est la société de gestion qui va s'occuper de revendre vos parts. Donc, pas de problème dans un marché où tout le monde veut acheter des SCPI et où tout va bien. Mais en ce moment, on est plutôt dans une crise. Et donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de revendre leurs parts en même temps. Il y a même des sociétés de gestion qui ont bloqué les rachats, voire des assurances-vie qui ont bloqué les rachats, alors que normalement, les assureurs sont censés garantir la liquidité. Donc ça, c'est un risque qu'il faut bien avoir en tête. Votre capital, il peut être bloqué potentiellement et les prix des parts peuvent baisser fortement. D'ailleurs, les prix de plusieurs grosses SCPI bancaires, notamment de Amundi, ont perdu entre 15 et 20% il y a quelques mois seulement. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est un vrai risque. D'ailleurs, j'ai récemment reçu le patron du plus gros gérant de SCPI français, c'est Quorum. Il m'a partagé son avis sur le marché, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait éviter en ce moment pour vraiment profiter de ce marché qui reste quand même intéressant. Du coup, comment choisir les bonnes SCPI? Ma recommandation, elle est super simple. Privilégier les SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée. Regardez la performance qu'ils ont servi de façon historique. Est-ce qu'ils arrivent à maintenir une performance qui est intéressante dans le temps? Est-ce qu'ils ont un taux d'occupation financier qui est important? Il faut au minimum 90% de taux d'occupation. Est-ce que le parc est bien diversifié, que ce soit en termes de secteur, donc ils investissent dans des entrepôts, dans des hôtels, dans du bureau, dans du commerce, mais aussi en termes de locataires. Est-ce qu'on est sur plein de locataires différents qui sont dans plein d'industries différentes? Et enfin, est-ce qu'on est diversifié géographiquement? Est-ce qu'on est qu'en France ou alors est-ce qu'on est réparti partout en Europe, voire même en Amérique du Nord? Donc ça, c'est vraiment la clé. Tous les documents sont disponibles sur les sites des SCPI. Donc regardez bien ça avant de faire votre choix. La dernière poche de notre stratégie, les fameux 10%, c'est la crypto. C'est la classe d'actifs qui a le mieux performé sur les 10 dernières années et de très loin. Forcément, elle vient d'arriver, elle est toute jeune. Qui dit classe d'actifs jeune dit énormément de scams, énormément de pièges. Et donc là, on va vraiment la jouer plat du pied sécurité et on va aller sur les actifs qui sont là pour rester. Il y en a deux en gros auxquels je pense. Le Bitcoin, évidemment, ça c'est vraiment le grand-père de la crypto. C'est pour ça que ça a été créé, littéralement. Ça fait des années qu'il est là. Il y a énormément de gestionnaires d'actifs qui investissent dedans. Il y a même des ETF qui vont bientôt sortir et qui vont être commercialisés par les plus gros gérants au monde. Donc c'est vraiment l'actif et de loin le plus sûr dans une classe d'actifs qui est quand même relativement volatile. Le deuxième, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, il est intéressant parce qu'en fait, contrairement au Bitcoin, qui va être plutôt l'équivalent de l'or digital, l'Ethereum, c'est un peu l'ordinateur de la blockchain. Et en fait, il va lui-même propulser une grosse partie des applications, et notamment ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Donc, c'est vraiment les deux cryptos les plus intéressantes. Comment investir en crypto? Il y a plein de plateformes qui sont super pour investir. Je vous mets un lien vers un comparatif qui vous permettra de vous faire un avis. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les cryptos, vous pouvez les laisser sur une plateforme, mais vous pouvez aussi les retirer sur votre wallet, notamment Ledger, qui est une des plus belles startups françaises. Et c'est ça la seule façon d'être 100% certain que vos cryptos vous appartiennent. Donc c'est important aussi d'investir dans le matériel pour que vous puissiez stocker vos cryptos de façon sécurisée. C'est l'heure du bilan. On va comparer les performances des 3 stratégies. Pour rappel, on a la stratégie 1, 100% action. On a la stratégie 2, le fameux 60-40, 60% action, 40% obligation. Et enfin, on a le 50-40-10, 50% action, 40% immobilier et 10%
crypto. Pour notre analyse, on est parti sur un horizon d'investissement de 20 ans et on a pris les performances suivantes pour les classes d'actifs. Les actions à 8%, les obligations à 4%, l'immobilier à 4,5%, la crypto à 12% et enfin l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix ou la perte en pouvoir d'achat de 2% par an. Évidemment, si vous faites de la plus-value, vous allez payer des impôts, on est quand même en France. Pour la plus-value, du coup, on a pris 17,2 pour l'investissement qui se fait via le PEA, vous vous rappelez, il y a un avantage fiscal. Et pour toutes les autres classes d'actifs, on est parti sur la flat tax, à savoir 30%. Et du coup, roulement de tambour pour les résultats, la stratégie la plus performante est la stratégie 1, 100% action, et d'assez loin finalement, ce qui est logique. Et je vous expliquerai pourquoi. Numéro 2 sur le podium, c'est le 50-40-10, 50% d'actions, 40% de SCPI et 10% de crypto. Et le petit dernier, c'est notre 60-40. Évidemment, il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. On a pris des estimations et on a modélisé des hausses. Donc forcément, c'est pas du tout sûr que ça va se passer comme ça, mais par contre, ça vous donne une bonne indication. Mais ce qui est surtout important, c'est que la stratégie, in fine, elle dépend de votre profil de risque, de votre objectif et de votre horizon. Un investisseur qui va partir sur la stratégie 1, c'est quelqu'un qui a un objectif très ambitieux. Il a un horizon d'investissement long et il est prêt à prendre des risques parce qu'il a une tolérance forte à accepter les pertes. Ça, c'est vraiment important parce que forcément, il faut mettre ça en relation avec la performance. Donc oui, la stratégie 1 est la plus performante, mais forcément, c'est aussi la plus risquée. Si le marché se retourne et que vous avez une crise, vous pouvez perdre 30-40% en une année. Et ça, quand on commence à investir, ça peut être dur à encaisser. Donc il faut bien garder ça en tête lorsque vous faites votre stratégie. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de stratégie universelle. Chacun a sa stratégie et chacun doit être à l'aise avec les investissements qu'il fait. Donc je suis super curieux de savoir quelle est votre stratégie. Dites-le moi dans les commentaires et on continue la discussion. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut!